Bienvenue dans Business Africa, je suis Ruth Lago, voici les titres. Pétrole, farine, sucre, huile, la liste des produits alimentaires et non alimentaires connaissent une hausse depuis le conflit russo-ukrainien. Les États africains multiplient les mesures pour tenter d'atténuer le choc. La riposte sera-t-elle suffisante si la crise se prolonge ? Et le Ghana opère des changements au niveau de ses différents services publics. Objectif, permettre leur accessibilité, augmenter les revenus de l'État et faciliter l'inclusion financière. Gros plan sur les bénéfices de la digitalisation entamée. Enfin, au Burundi, la production du café est en chute libre. Parmi les raisons de cette baisse de la production, la colère des agriculteurs et le manque de traçabilité des acteurs de la filière. En Afrique, les gouvernements multiplient les actions en vue d'atténuer l'impact de la crise russo-ukrainienne sur le porte-monnaie de leurs citoyens. D'après les données de l'ACNUSED, au moins 25 pays africains importent plus du tiers de leur blé de Russie et d'Ukraine, 15 plus de la moitié, et 2 pays, le Bénin et la Somalie, 100%. Alors, comment l'Afrique tente-t-elle de limiter les impacts de cette crise ? Réponse dans ce sujet. L'Égypte, qui importe 85% de son blé de Russie et d'Ukraine, a décidé pour la première fois de plafonner le prix du pain à moins d'$1 et d'augmenter son budget pour l'achat de la céréale de plus de 800 millions de dollars. Au Maroc, plus de 200 millions de dollars vont être déboursés pour les transporteurs qui subissent l'envolée du prix du brut. Au Ghana, afin d'économiser près de 400 000 dollars, les salaires du gouvernement ont été réduits de 30%. Accra va renoncer au voyage à l'étranger de son gouvernement et à l'achat de véhicules importés jusqu'à fin 2022. Ajoutez à cela, le prix du carburant a connu une réduction de 1,6%. En Côte d'Ivoire, les prix de 21 produits ont été plafonnés, dont les loyers et l'électricité, et une interdiction d'exporter les produits vivriers pour une durée de 3 mois. L'État a déboursé 85 millions de dollars de subventions partielles au prix des produits pétroliers. Autre pays à avoir réagi, Maurice. La banque mauricienne a relevé son taux directeur à 2%, une première depuis 2011. L'Afrique a importé 4 milliards de dollars de produits agricoles en 2020 provenant de Russie. Pour sortir le continent de la dépendance, la Banque africaine de développement propose un plan d'1 milliard de dollars afin de stimuler la production de blé. Et pour parler de la riposte des pays africains à l'inflation, je reçois M. Youssouf Karious, économiste et directeur fondateur de Pulsea Partners. Bienvenue à vous dans Business Africa. Merci Ruth pour l'invitation. Eh bien, les pays africains ont pris des mesures pour remettre leur économie sur la bonne voie dans ce contexte de crise en Europe. Comment analysez-vous ces mesures? Seront-elles efficaces? Oui, ce sont des mesures d'abord court terme. Moi, j'ai appelé à ce que effectivement les prix de certaines denrées alimentaires soient bloqués pour une question d'urgence. Après, il faut être honnête. Ce sont des mesures qui vont être appliquées et qui vont servir le court terme. Effectivement, si la crise mondiale de l'inflation qui avait déjà débuté avant la guerre ukrainienne, d'ailleurs, il faut le mentionner, si cette crise-là perdure, effectivement, la possibilité de figer sur le long terme les prix pour les populations, ça va être un peu plus compliqué pour les États de les absorber. Prenons toujours le cas de la Côte d'Ivoire. 3 mois, les prix sont bloqués et si la crise se prolonge, est-ce que le gouvernement aura les moyens de reconduire ces mesures? Je pense que les États africains sont tout à fait capables de les absorber. L'impact, naturellement, ça va être effectivement d'allonger la période de déficit public importante. Donc, ça va avoir un impact sur les finances publiques, clairement. Il faut que les États puissent bénéficier justement des relais financiers pour absorber justement l'investissement public nécessaire aux situations d'urgence. Je pense par exemple au prix du pétrole, au prix des matières premières qui va flamber. Les pays africains, pour la plupart, la Côte d'Ivoire est un contre-exemple, mais pour la question du cacao, mais les pays africains, pour la plupart, ont un déficit commercial chronique, structurel avec le reste du monde. C'est-à-dire qu'en Afrique, on achète beaucoup plus à l'extérieur qu'on ne vend. Et donc, forcément, quand vous êtes dans cette situation, s'il y a inflation mondiale, vous avez d'ores et déjà beaucoup plus de pression. De quel relais économique l'Afrique a besoin aujourd'hui pour faire face à cette crise, selon vous ? Pour moi, il est nécessaire sur le plan alimentaire notamment, mais d'avoir des industries qui sont relativement autonomes
pour réduire en fait la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Dès lors que vous avez une balance commerciale qui est déficitaire, c'est un problème. Et force est de constater que les gouvernements africains n'en font pas suffisamment un problème. Mais sur le plan stratégique, se poser la question de comment est-ce qu'on peut potentiellement renforcer notre autonomie. Alors là, je parlais tout à l'heure d'agro-industrie, mais il ne s'agit pas que d'agro-industrie, mais aussi d'industrie lourde, par exemple. La BAD propose un plan d'1 milliard de dollars d'investissement dans l'agriculture. Est-ce que ce ne serait pas la clé pour une, on va dire, autosuffisance alimentaire des pays africains? Si oui, pourquoi aujourd'hui cela piétine? Je pense qu'il y a le problème financier, effectivement, que la BAD essaie d'adresser, mais je pense qu'il ne sera pas suffisant parce que pour moi, il faut prendre vraiment le secteur agro-industriel dans son ensemble, c'est-à-dire de l'amont jusqu'à l'aval et jusqu'à la distribution d'ailleurs. Moi, il y a un très très bon exemple que j'aime beaucoup en Afrique de l'Ouest, c'est celui de l'huile de palme, qui, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'huile de palme est un secteur d'activité en Afrique de l'Ouest qui est parfaitement intégré, c'est-à-dire que les consommateurs sont africains, sont de l'Afrique de l'Ouest. Il y a de nombreuses petites unités industrielles qui sont nées sur les 15-20 dernières années, qui font de l'huile brute aujourd'hui. Et vous avez aussi des industriels en huile raffinée qui existent sur le continent, en plus des planteurs de palmiers. Donc vous avez là, par exemple, un secteur qui est complètement renforcé dans tous ces aspects. Monsieur Youssouf Karius, merci d'avoir répondu à nos questions sur Africa News. Merci à vous, Ruth. C'est un plaisir. Le Ghana s'est lancé depuis peu dans la transformation de plusieurs services publics. Une carte d'identité fait office de passeport biométrique et de numéro d'identification fiscale. Le pays compte ainsi mobiliser les recettes intérieures et poursuivre tous ceux qui échappent au fisc avant la fin de l'année. Cette politique digitale qui touche tous les secteurs devrait être une réponse à l'exclusion financière et à la prédominance du secteur informel. Au Ghana, l'autorité fiscale a mis en place une plateforme permettant de collecter les impôts des non-résidents et des plateformes numériques. À terme, elle devrait générer 224 millions de dollars venant d'entreprises comme Netflix, Jumia, Alibaba ou encore Amazon. Un système révolutionnaire d'interopérabilité de la banque au mobile qui doit faciliter l'inclusion financière. Selon Leslie Dwight-Mensah, économiste à l'Institut pour les études fiscales du Ghana, cette digitalisation va répondre à plusieurs besoins. Plus de 80% de la main-d'œuvre travaille dans le secteur informel. Cette situation tend à restreindre la capacité du gouvernement à collecter les impôts sur le revenu de la plupart des adultes. Et elle limite également la capacité de la plupart des gens à accéder au système formel. C'est un problème de longue date au Ghana, il dure depuis des décennies. La mise en place de systèmes numériques au niveau des autorités portuaires et douanières a également simplifié l'enregistrement et le dédouanement des marchandises et contribue à la lutte contre la corruption. Le pays compte aussi ouvrir de nouveaux centres de distribution de médicaments dans toutes les régions grâce à ses drones Zipline et à accentuer dans le même temps l'interconnexion qui existe entre les différents hôpitaux. On quitte le Ghana, direction le Burundi où le café représente près de 40% des ressources d'exportation et fait vivre 8 millions de personnes. Avec l'échec de la privatisation de ce secteur, l'État dirige la filière depuis 2019. Mais les chiffres de la production restent bas. Ils sont passés de 34 000 à 6 000 tonnes pour la saison culturelle 2021-2022. Côté caféiculteur, la grogne monte. À cela s'ajoute le manque de traçabilité de tous les acteurs impliqués dans la culture. Au Burundi, le café ne fascine plus. Après l'échec de la libéralisation de la filière, le gouvernement a pris la décision en 2020 de se réengager dans ce secteur qui, d'après le bilan de la campagne 2021-2022, peine à se remettre sur les rails. La quantité globale du café vert produit est de 6 490 tonnes, 662 kilos. Et la quantité globale exportée jusqu'au 15 mars 2022 est de 6 216 tonnes. Sur le terrain, plusieurs agriculteurs sont abandonnés à leur sort et choisissent d'autres cultures vivrières plus rentables.
Il y a trop de commissionnaires dans ce secteur café. Nous, les caféiculteurs, aimerions être en contact direct avec l'acheteur du café. Je sais qu'il y a beaucoup d'acheteurs en stand-by. Moi, je suis dans des associations qui veulent que l'argent arrive aux caféiculteurs. Des prix bas, un manque d'encadrement d'intrants, comme les fertilisants. Plusieurs facteurs seraient à l'origine de cette baisse de l'activité, selon cet économiste. Est-ce que c'est le niveau du prix qui n'intéresse plus le paysan, à telle enseigne que le paysan lui-même décide de ne pas porter plus d'attention et de moyens vers le café? Est-ce que c'est le vieillissement des vergers caféicoles? C'est une réalité, mais si finalement le paysan y trouvait de l'intérêt, pourquoi il ne serait pas amené à renouveler les plantations? La production du café a commencé à chuter au cours de la crise de 1993. Des années après, la production de café vert atteint rarement 10 000 tonnes. C'est d'ici que prend fin ce numéro de Business Africa. On se dit à très vite. Restez sur Africa News et africanews.com.